Donc, alors voilà, merci encore, messieurs, d'être là ce matin, de partager votre temps avec nous. Alors, pour commencer, une question introductive. Doit-on vraiment utiliser des outils économiques pour gérer nos écosystèmes? Les gains sont-ils plus grands que les risques? Peut-être une petite réponse brève, si possible. Moi, je peux peut-être y aller de l'avant. C'est sûr que moi, je préconise beaucoup l'utilisation des outils économiques. On l'expliquera un peu au cours de notre discussion, mais je pense que c'est fondamental d'au moins essayer de le faire, même si c'est imparfait, d'au moins essayer de le faire parce que ça nous donne des informations supplémentaires, d'outils d'aide à la décision qui sont quand même éclairants, là, même si on peut se tromper des fois. Là, ça nous donne quand même un outil d'aide à la décision pertinent. Merci. Je suis du même avis, il y a une place pour les outils économiques, mais il faut leur donner leur juste place. La définition de l'économie écologique, c'est justement d'avoir des mécanismes, des outils économiques qui nous permettent de redistribuer des ressources dans une perspective de justice sociale, d'équité, et tout ça est intégré dans des limites, des capacités de la biosphère. Donc, je pense que lorsqu'on respecte ces grands principes, les outils économiques, finalement, sont un très bon appui pour distribuer les ressources. Merci. Prochaine question. Donc, quels sont, selon vous, les principaux avantages et risques d'attribuer une valeur au milieu naturel pour guider nos décisions en aménagement et gestion de l'eau? Oui, je pense que la principale qualité des évaluations économiques de biodiversité, de services écosystémiques, c'est de nature communicationnelle. Donc, ça présente vraiment son lot de défis lorsqu'on veut intégrer ça à des mécanismes plus fins de marché, de compensation. Là, il faut vraiment, disons, lever le capot pour voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de ça. Mais je pense que pour établir des bases de discussion, pour essayer de connecter, tu le disais dans ton d'entrée de jeu, dans la définition du concept, mais ça permet d'avoir, disons, un dénominateur commun sur des évaluations économiques qui permet peut-être d'attirer certaines parties prenantes dans des questions de conservation, de protection du patrimoine naturel. Donc, ce serait pour moi le principal avantage. Merci. C'est sûr que c'est des outils qui sont souvent complémentaires. Je sais qu'en environnement, on va utiliser beaucoup l'analyse multicritère. En économie, on aime mieux les valeurs économiques, mais les principes de base sont un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de facteurs qu'on doit pondérer puis comparer les uns aux autres. L'exemple que je pourrais donner, là, le plus parlant, c'est les municipalités ont des budgets qui sont souvent fixes, c'est-à-dire, oui, on peut lever les impôts, là, mais des fois, il y a des contraintes budgétaires, puis là, ben, on a des acquisitions de terrain à faire pour de la conservation, puis on veut savoir, dans mon budget, qu'est-ce que je peux faire de mieux avec l'argent dont je dispose. Donc, si je suis capable d'aller attribuer des valeurs à certains terrains, des valeurs écologiques, ben, ça me permet, moi, avec mon budget, d'essayer de maximiser mes acquisitions en disant, ben, je vais non seulement pas viser les terrains les moins chers à acquérir, parce que c'est souvent ce que les élus vont faire, ils vont dire, je veux maximiser les hectares. Donc, je prends les hectares les moins chers, je les achète, puis voilà tout ce que j'ai conservé. Quand on rajoute des valeurs écologiques, bien là, à ce moment-là, on peut non seulement essayer d'acheter des terrains, mais essayer de conserver les valeurs les plus élevées en termes de valeurs écosystémiques. Donc, si on n'a pas l'outil économique, si on n'est pas capable de transposer en dollars, bien, on a souvent le réflexe de dire, bien, je vais y aller avec la superficie, puis même si c'est en qualité, je ne l'ai pas. Comme je n'ai pas de mesure, je ne suis pas capable de travailler avec. Donc, la principale qualité, c'est ça, c'est d'être capable dans un budget, dans une contrainte budgétaire, d'être capable de maximiser le résultat d'une conservation d'un territoire, non pas en allant avec un maximum de superficie, mais un maximum de qualité. Pour autant que cette qualité-là, on est capable de la mesurer puis de la quantifier économiquement. Donc, moi, je dirais que c'est beaucoup là qu'on a un avantage important. Okay. Merci. Y a-t-il pas, selon vous, un risque de dérive si on sous-estime la valeur des milieux et que leur valeur devient moindre que celle de développement domiciliaire ou industriel? Et je ne sais pas si vous avez peut-être des pistes sur comment éviter une telle possibilité de dérive. Je peux peut-être le prendre d'entrée.
C'est sûr que, puis ça, on va y revenir souvent, là, les mesures économiques, puis je veux dire, même les analyses multicritères, tout le monde s'entend pour dire que c'est fondé sur des hypothèses, on n'englobe pas toujours tout, on se trompe, on essaie de peaufiner ce qu'on fait, mais ce n'est pas des vérités. Donc oui, il y a toujours un risque qu'on soit plus apte à mesurer, par exemple, les retombées en termes de bénéfices collectifs d'une infrastructure publique, d'un développement domiciliaire ou d'une infrastructure productive. Qu'on pourrait l'être pour la valeur écosystémique d'un lieu. Et là, le danger, c'est que si on est plus apte à mesurer les bénéfices pour un type d'usage, puis on sous-estime celui de l'autre usage, on va avoir tendance à prendre des mauvaises décisions qui vont favoriser toujours le développement. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire, il faut raffiner, il faut mettre des études sur la table, quitte à les mettre en débat, puis peut-être à en démolir une partie ou à les ébranler avec des critiques, mais à chaque fois raffiner un peu ce qu'on fait pour qu'éventuellement, on soit capable de faire les deux. Parce que le danger, c'est ça, c'est qu'on soit moins apte à évaluer la valeur réelle d'un terrain qui serait en conservation par rapport à un terrain qui serait en autre usage, là, que ce soit résidentiel, productif ou infrastructure publique. Puis qu'à chaque fois, le résultat, c'est oui, on a fait l'analyse, puis ça vaut la peine de détruire un milieu naturel. Ça peut valoir la peine à l'occasion de détruire un milieu naturel. Il ne faut pas se braquer et se dire que ça ne vaut jamais la peine de détruire un milieu naturel, mais il ne faudrait pas aller de l'autre côté non plus. C'est-à-dire que oui, on a fait les analyses, puis ça vaut toujours la peine de les démolir. Il faut que ces analyses-là nous permettent d'aller chercher les subtilités, les nuances nécessaires pour prendre des bonnes décisions publiques. Mais le danger, ce serait qu'on ait un biais dans la méthode qui fait en sorte qu'on dévalue toujours. Puis je pense qu'historiquement, c'est ce qu'on a fait. On a un biais dans la méthode qui faisait en sorte que les valeurs écologiques, on les a sous-estimées. Puis les travaux de Jérôme vont dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils nous ramènent ces valeurs-là. Puis de plus en plus, je pense qu'on a des études qui sont plus équilibrées aujourd'hui que ce qu'on avait dans le passé. Oui, je suis de ton avis, Jean-Philippe. Je dirais dans le fond que les critiques, on peut les prendre de façon très, très large, puis revenir au fondement même de la création du concept de service écologique en 1970, où dans le fond, c'est issu d'un mouvement néoconservationniste, hein, où on essaie de redéfinir un peu quelle est notre relation être humain-nature. Parce qu'à l'époque, disons, la protection de l'environnement, de la biodiversité, ça se fait dans des cadres de grands parcs nationaux, hein, un peu sous cloche de verre. Donc, on essaie de symboliser quels sont les grands problèmes environnementaux auxquels on fait face et comment on peut illustrer les interrelations. Donc, je pense que ce discours-là, quand on le prend comme ça, c'est bien, mais lorsqu'on fait un pas de plus et on s'en vient dans la monétisation, dans la marchandisation, il y a un risque, je pense, de dévier le paradigme de comment concevoir notre relation avec la nature. Donc, de voir un peu la nature, les services écologiques, dans le fond, comme une métaphore de la nature qui nous fournit des services, une nature utilitaire. Mais je pense que ça, c'est une dérive potentielle de simplifier les services écologiques comme une valeur monétaire et des bénéfices. Et on doit protéger la nature, les écosystèmes, les espèces parce qu'ils nous rapportent quelque chose. Donc ça met tout de suite de côté les principes de valeurs relationnelles, de valeurs intrinsèques pour se concentrer sur des valeurs instrumentales. Donc, je pense qu'il faut bien faire attention avec ça. La pente n'est pas insurmontable, mais il faut faire attention à cette dérive-là qui, disons, de façon conséquentielle, a un impact sur la façon dont on conçoit la biodiversité dans nos politiques et nos lois. Lorsqu'on met une surpondération dans une nature qui est utilitariste, peut-être qu'on va justement sous-pondérer des principes d'adaptation de la biodiversité au changement climatique, de l'importance d'espèces menacées. Donc, je pense qu'il faut donner justement encore là un cadrage et de la juste place et faire attention à cette dérive de façon plus large. Ensuite, je dirais que un autre des impacts pernicieux que peut avoir cette façon de faire, c'est d'aller un peu vers la marchandisation de la nature. Donc, je pense à la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques. Elle suit ce vieux principe du développement durable d'une séquence, éviter, minimiser, compenser. Donc, c'est un petit peu là aussi un danger potentiel lorsqu'on vient donner une valeur économique à un territoire, à des services. C'est comme si on ouvrait la porte plus facilement
à des principes de compensation ou encore de marchandisation, de mise en place de mécanismes d'échange où on va perdre vraiment toute la complexité des milieux naturels parce que, bon, il y a plusieurs types de milieux humides, il y a plusieurs fonctionnalités, leur positionnement géographique est très important. On ne peut pas simplement en échanger un contre un autre. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment des dangers, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Je pense qu'il y a vraiment de bons avantages à le faire, puis on va en discuter des solutions potentielles, mais il faut toujours garder en tête que c'est un outil parmi tant d'autres et les outils dans les principes de gouvernance sont au service, entre guillemets, de plein de programmes qui eux-mêmes sont cadrés à l'intérieur de lois et de politiques. Donc, il faut bien voir la place de ces démarches-là. Merci. Merci. D'ailleurs, c'est d'actualité. Le règlement sur le coût de compensation pour les milieux humides et hydriques est en révision actuellement au niveau gouvernemental. Donc, intéressant. Maintenant, pour la suite, les principales décisions en gestion de l'eau et aménagement du territoire se prennent aujourd'hui par des instances municipales via les plans d'urbanisme, les budgets municipaux et les plans triennaux d'immobilisation. Or, même lorsqu'on fixe une valeur au service rendu par les milieux naturels, les initiatives de conservation et de valorisation restent dans la colonne des dépenses pour une municipalité. Donc, en conservant dans ce contexte, on se prive d'un revenu de taxes, on génère des dépenses en entretien et conservation. Donc, d'un point de vue du budget municipal, on se retrouve à être perdant pour le voir ainsi. Comment, selon vous, une municipalité qui souhaiterait conserver les services écologiques fait-elle ses frais? Bien, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile et je suis très heureux que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ait engagé la conversation nationale sur une politique nationale qui est pour le printemps prochain parce que si on veut parler de protection des milieux naturels, des services écologiques, nos plans de conservation de milieux humides, ça doit se cadrer dans une démarche beaucoup plus large. Et là, je ne suis pas un expert de la fiscalité municipale, on en a un avec nous, mais je pense qu'il faut vraiment ouvrir cette boîte de Pandore-là parce qu'à l'heure actuelle, il faut contourner. Donc, il faut pour être en conformité avec la loi sur l'aménagement du territoire, la loi sur les municipalités, des congés de taxes, des outils qui seraient quand même intéressants à mettre en place ou à considérer sont très difficiles à faire. Donc, moi, j'ai bon espoir que disons, l'approche territorialisée soit mise de l'avant dans la conversation et qu'on puisse finalement amener de nouvelles ouvertures, une refonte de la loi qui va permettre plus de facilité, qui va amener une forme de décentralisation aussi dans les pouvoirs régionaux, municipaux, qui seront capables eux-mêmes de composer avec leur réalité territoriale. À l'heure actuelle, je suis souvent contacté par des OBV, des ONG, des municipalités pour voir comment faire et à chaque fois, il faut faire preuve de créativité, d'innovation. Ce n'est pas impossible, mais il n'y a pas de chemin facile. Monsieur Meloche, peut-être? Oui, en fait, il faut comprendre que ce qu'on dit à propos de la conservation, c'est quelque chose qui est une problématique pour plein d'autres choses pour les municipalités. C'est vrai que conserver un territoire, ça rentre dans la colonne des coûts des municipalités, puis je reviendrai un peu sur c'est quoi les éléments qui composent ces coûts-là. Mais si vous construisez un aréna, ça rentre dans la colonne des coûts. Il n'y a pas de recette. Il y en a un peu de recettes qui viennent d'un aréna, là, mais généralement, ça rentre dans la colonne des coûts. Si vous faites un parc, ça rentre dans la colonne des coûts. Vous faites une rue, ça rentre dans la colonne des coûts. Les rues ne rapportent pas aux municipalités, ils en font plein. Donc, il faut faire attention. On n'est pas frileux à faire la conservation dans les milieux municipaux parce que ça ne rapporte pas. C'est vrai que ça rentre dans la colonne des coûts. Il faut que les citoyens le valorisent. Si vous faites une municipalité, pas d'espace vert, là, ça ne vaut pas cher le pied carré pour les maisons qui sont là. Il n'y a personne qui a envie d'habiter là. Ça fait partie des services municipaux qu'on offre à la population de mettre en place des espaces verts. Il y a une grosse différence entre mettre des terrains de baseball puis conserver un milieu humide. Le milieu humide, il y a une valeur d'usage pour le citoyen qui est peut-être moins évidente. Donc, ça prend de l'éducation populaire. Il faut que les citoyens désirent avoir ça. Mais dans beaucoup de municipalités, autant les citoyens que les élus ont envie de faire la conservation. Puis c'est dans la colonne des coûts, là où ça les empêche un peu,
c'est que souvent, il y a du zonage qui est là, qui est historique, puis il y a des propriétaires fonciers qui sont là de plein droit, puis ils disent, oh, mais moi, j'ai un plein droit de construire sur ce terrain-là. Puis le seul mécanisme que vous avez de m'empêcher d'utiliser mon droit de construire, ce serait de m'exproprier. Et il y a beaucoup de propriétaires qui veulent l'expropriation parce que les termes économiques de l'expropriation sont avantageux pour les propriétaires dans les contextes de conservation. Donc, quand Jérôme dit qu'il faut trouver des outils, puis c'est un peu ça, c'est de dire comment est-ce que je peux permettre le développement parce que je ne veux pas exproprier, mais en même temps, il faut que ce développement-là soit écologiquement responsable, c'est-à-dire qu'il y ait l'impact le plus petit sur le milieu pour en conserver le maximum. Ça, c'est les espaces de négociation dans lesquels les municipalités vont jouer. Mais si on veut vraiment faire de la conservation, souvent, il faut faire l'acquisition de terrain. C'est ça qui est très coûteux pour les municipalités. Et ce n'est pas qu'il y a un manque de désir, mais c'est jusqu'où les citoyens sont prêts à payer des impôts pour racheter les terrains des voisins pour les mettre en conservation. Dans certaines municipalités, ça se fait bien parce que les citoyens veulent le faire. Dans d'autres municipalités, si les citoyens ne comprennent pas la valeur de ces terrains-là, d'où l'idée, tantôt on parlait d'outils communicationnels, si les citoyens ne comprennent pas la valeur de la conservation des terrains, ils ne sont pas prêts à payer des impôts pour le faire, puis c'est là que les municipalités se trouvent menottées. Ils n'ont pas la capacité financière de faire l'acquisition des terrains, puis ils n'ont même pas la capacité légale d'empêcher le développement sur les terrains, sinon qu'on leur donne certains outils de conservation qui seraient mitoyens. Et ça, c'est des enjeux qui sont à réfléchir, notamment dans la réflexion sur la stratégie nationale d'aménagement et de développement du territoire, là, pour voir comment on peut donner les outils aux municipalités pour être capable de faire cette conservation-là sans gréver trop lourdement les budgets municipaux qui sont des fois très restreints. Oui, effectivement, intéressant. Si on poursuit dans cette lancée-là sur en tout cas, on l'espère, une révision de la fiscalité municipale. Je comprends comprendre de vos réponses que ce serait nécessaire de revoir ça. Auriez-vous des pistes à suggérer à ce sujet? Bien, les pistes, moi, je pense qu'il y a une forme de subsidiarité qui doit s'opérer. Puis, je le disais tout à l'heure, hein, les outils à l'échelle des municipalités, des régions, c'est une forme d'harmonisation et de conformité qui répondent à des lois, à des politiques, à des programmes. Donc, lorsqu'on parle des infrastructures naturelles, moi, lorsque j'essaie de faire un appariement entre la littérature scientifique, le discours des grandes institutions, des grandes organisations internationales en environnement, avec les politiques dont on s'est doté, il y a vraiment un fossé entre les deux, dans le sens que il est très clair d'un point de vue scientifique et des grandes organisations que la lutte au changement climatique, elle passe de 30 à 40 à travers des solutions naturelles. Donc, protection, restauration, aménagement de milieux naturels. Donc, il doit y avoir des budgets qui sont conséquents à ça. Donc, moi, je dirais la première clé, c'est de faire en sorte que les solutions nature deviennent un grand chantier pour l'État québécois. Donc, en devenant un grand chantier, on l'a fait dans le passé avec la nationalisation de l'électricité. Si on met ça en dollars d'aujourd'hui, on parle de plusieurs milliards de dollars pour constituer ça. On a voulu développer le Nord à travers le plan Nord. On s'est donné des lignes directrices qu'on peut critiquer, mais c'est une approche de développement. Et je pense que dans les années 2020, avec la petite fenêtre d'opportunité qui nous est donnée d'opérationnaliser de façon significative la lutte au changement climatique, il faut reconnaître notre territoire comme ce principal levier pour stopper l'érosion de la biodiversité et lutter contre les changements climatiques. Donc, si on fait ça, c'est que forcément, ça va se refléter dans des textes de loi et dans des politiques. Et par la suite, il y aura des programmes qui seront mis en place avec des budgets qui seront conséquents. Donc, je pense que c'est là où on arrive, la discussion à faire sur la fiscalité municipale, sur les programmes, sur les outils, elle doit nécessairement s'accompagner d'un signal politique du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, qui soit fort avec des budgets pour le faire. Donc, quand on parle d'acquisition de milieux, quand on parle d'incitatifs, évidemment, il y a des droits acquis, il y a des valeurs foncières. On ne pourra pas, avec des principes d'échange, des économies de bout de chandelle, faire un réel aménagement du sud du Québec où on protège nos milieux naturels, nos terres agricoles. Et donc, moi, je pense que les premières clés, elles sont là. Et par la suite, cette conversation nationale, ces outils-là viendront faciliter, dans un principe de subsidiarité, l'application de cette volonté nationale-là.
Merci. Peut-être une question qui poursuit là-dessus pour M. Meloche. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de l'écofiscalité et si c'est une avenue qui est pertinente à envisager selon vous? Ma réponse, c'est oui. Puis je vais revenir sur votre autre question d'avant sur la fiscalité municipale. Parce que, tu sais, je pense souvent, la fiscalité municipale a le dos large, là. C'est une sorte de fiscalité mal aimée. On aime ça, mettre beaucoup de problèmes sur le dos de notamment l'impôt foncier. En même temps, je vous dirais que moi, je fais beaucoup d'études comparatives sur les mécanismes de financement des municipalités. Je n'arrive pas à la conclusion que la fiscalité municipale telle qu'on la pratique au Québec présentement est un facteur ou une cause de, disons, nos difficultés à protéger l'environnement ou même nos difficultés à développer nos municipalités adéquatement. On n'a pas de mauvaise fiscalité municipale. Après, si vous me dites, oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas migrer vers l'écofiscalité? La réponse, c'est oui. Le problème, c'est que les municipalités n'ont pas nécessairement tous les outils entre les mains pour migrer vers l'écofiscalité. Et sans volonté politique du gouvernement du Québec, on n'arrivera pas à bien faire les choses. Je peux reprendre les mesures compensatoires pour la destruction des milieux humides, là. Ça, c'est un des meilleurs exemples d'écofiscalité qu'on a au Québec. C'est-à-dire, ça applique vraiment le principe d'écofiscalité, c'est-à-dire que c'est la personne qui génère la destruction doit payer pour cette destruction-là à la hauteur du coût de cette destruction-là. Et là, le mécanisme est très bon parce que les compensations permettent de faire ça. Après, là où on pourrait avoir un débat puis où on pourrait déchirer notre chemise, c'est savoir, oui, mais c'est quoi le juste coût de destruction d'un milieu humide? Comment est-ce qu'on l'a calculé? Puis est-ce qu'on a mis des bons prix aux bonnes places? Mais l'outil en tant que tel, la mécanique de l'outil, c'est le bon. C'est-à-dire, c'est vraiment des outils d'écofiscalité. Le problème, c'est on a tendance à souvent ramener ça sur le milieu municipal. C'est vrai que le milieu municipal, c'est celui qui est le plus proche du territoire, c'est lui qui connaît le terrain. Par contre, il y a des municipalités que ça ne leur dérange pas, eux, de détruire leur milieu humide. Les élus municipaux veulent faire des développements, ils sont de connivence avec les promoteurs, puis si vous le milieu humide est dans leur chemin, puis ils vont tout faire pour le tasser. Puis ça ne les dérange pas parce qu'éventuellement, les conséquences en matière de gestion de l'eau, ça génère des débordements de rivières, mais dans la municipalité d'à côté. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une externalité qui est renvoyée ailleurs. Ça prend un gardien des règles qui va au-delà des frontières municipales. Les bassins versants n'ont pas les mêmes frontières, on y reviendra probablement tantôt, mais ça prend quelqu'un qui dit, quand une municipalité autorise des développements dans des milieux humides, puis que le promoteur est prêt à verser les compensations, il ne faudrait pas les verser à la municipalité qui l'a autorisé. Il faudrait les verser au gouvernement du Québec. Il faudrait que la municipalité fasse aucun gain de la destruction de ses propres milieux humides. Et ce ne serait pas normal que l'écofiscalité donne des gains à une municipalité qui autoriserait la destruction de milieux naturels. Il faut que l'argent sorte de la municipalité d'une certaine façon, qu'il soit versé ailleurs, de manière à ce que, autant que ça coûte plus cher pour le promoteur, autant qu'il n'y a aucun gain municipal à détruire un milieu humide. Si on est dans une dynamique comme celle-là, on a une écofiscalité qui fonctionne bien. Mais là, ça repose sur les épaules du gouvernement du Québec. Donc, en matière d'écofiscalité, il y a beaucoup d'outils qui existent au Québec, mais si le gouvernement du Québec décide ne veut pas les mettre en place, c'est très difficile pour les municipalités, juste avec la marge de manœuvre qu'elles ont présentement, là, de faire de l'écofiscalité. Les seuls leviers qu'ils ont présentement, c'est la tarification de l'eau puis la tarification de la collecte des ordures. C'est à peu près les seuls outils d'écofiscalité qui sont entre les mains des municipalités pour lesquels elles ont la marge de manœuvre de procéder. Pour ce qui est de tous les autres outils, il faut que ça vienne du gouvernement du Québec. Ça prend quand même une volonté de la part de ce gouvernement-là de jouer la police avec ces outils-là, ce qu'on n'a pas nécessairement présentement. Là. Merci, c'est intéressant. Si on poursuit là-dessus, on a parlé, c'est-à-dire du règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques, le RCA-MHH, qui fixe une valeur par municipalité pour la compensation lors de dégradation de milieux humides ou hydriques. Devrait-on plutôt envisager des compensations basées sur la valeur réelle du milieu lors de l'émission d'un permis ou d'une autorisation? La formule, je pense qu'elle a été
bien travaillé par le ministère, là, le coût de base et la valeur du terrain. J'en reviens ma séquence, là, éviter, minimiser, compenser. C'est que dans la compensation, peu importe le modèle économique qu'on va choisir, il y a une perte liée à ça. Donc, lorsqu'on a un milieu humide, hydrique, il y a des éléments écologiques, il y a des éléments sociaux même qu'on peut voir à ça. Donc, s'en ramener à une formule et dans une analyse comparative qu'on a faite avec mon équipe, on montre que cette formule-là, lorsqu'on l'applique à des centres urbains où les milieux humides se raréfient, on est dans un ordre de 15 à 50 fois en dessous des réels coûts de restauration. Donc, déjà, la formule-là, je pense que ça nous amène à mettre un peu de côté la séquence. Et deuxièmement, ça ne crée pas un fonds fiduciaire qui soit à la hauteur de l'importance de la restauration. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser, mais il faut revoir les principes plus largement à ça. Et où les MRC, les municipalités peuvent intervenir, c'est en faisant de l'acquisition de connaissances. Donc, lorsqu'on vient connaître finement le territoire, bien, on peut, sur la base de multi-indicateurs, des analyses multicritères, de dire bien, quel serait un bon plan, parce qu'effectivement, dans certains endroits, on doit faire du développement qui vont toucher ces milieux-là. Mais comment on est capable de, oui, il y a le principe économique de rebâtir, conserver, mais comment ces autres éléments-là qui ont des intangibles, la connectivité écologique, la prévention d'inondation, mais dans certains endroits, il faut y aller au meilleur de nos connaissances ou aller faire certains choix. Et sous ce principe-là, bien, je pense que le zéro perte nette peut être considéré en superficie, mais aussi en termes de fonction écologique. Donc, je pense qu'il y a ce que la loi prescrit, les outils qui sont donnés, mais il y a aussi la créativité, l'innovation qui peuvent être pensées à des échelles régionales. M. Meloche, est-ce que vous souhaitiez réagir sur cette question-là? Sinon, on peut aussi poursuivre vers peut-être des exemples plus concrets. Bien, je peux peut-être enchaîner, puis on verra après ça si on a des exemples. Mais en même temps, tu sais, il faut comprendre qu'il y a deux outils qu'on peut utiliser quand on veut protéger un milieu. Il y a l'outil réglementaire, puis il y a l'écofiscalité. L'avantage de l'outil réglementaire, c'est qu'il est strict. Si jamais j'ai un milieu que je ne veux pas toucher, je ne mettrai pas en place d'écofiscalité. Je ne veux pas le toucher, je mets un règlement, on ne peut plus construire. La conséquence, le corollaire de tout ça, c'est généralement que les propriétaires de terrain vont dire, ben voilà, vous m'expropriez puisque je ne peux plus rien faire de mon terrain, vous devez me compenser. Donc, ça vient avec un coût. L'écofiscalité, elle donne la flexibilité. Elle dit, vous avez le droit de le détruire, le milieu humide. On vous donne le droit de le faire, mais vous allez compenser quand vous allez le faire. Donc, si jamais vous avez un projet qui est vraiment un bénéfice, un très bon bénéfice, puis que vous me dites, vous allez détruire un milieu humide qui a une certaine valeur écologique, bien, si le bénéfice de votre projet surpasse la valeur écologique du milieu humide, collectivement, on devrait vous autoriser à le faire pour autant que vous versez la compensation. À ce moment-là, le promoteur ou peu importe le développeur du terrain doit prendre dans son équation la valeur de destruction du milieu humide et si ça vaut la peine de le faire, il va le faire parce qu'économiquement, c'est raisonné. Donc, c'est à ça qu'elle sert l'écofiscalité. Ça veut dire on ne vous l'interdit pas, on vous permet de le faire. Donc, si l'objectif, c'est vraiment de protéger, mieux vaut utiliser les outils réglementaires. Ils sont plus sévères, sont plus stricts, sont plus catégoriques, mais à ce moment-là, c'est protégé. Si on utilise l'écofiscalité, c'est qu'on accepte qu'il va y avoir la destruction, qu'on l'intègre dans notre équation, mais on dit on détruit si et seulement si le bénéfice en vaut la peine. Et là, comment est-ce que je peux comparer le bénéfice d'un projet de développement immobilier avec la destruction d'un milieu humide? Bien, il faut que j'aille la valeur de destruction. Et c'est là, quand Jérôme dit on est à 50 fois à côté, c'est là que je dis le débat il est sur cette question-là. Combien ça vaut, c'est quoi la compensation? C'est sûr que les promoteurs, puis même beaucoup de municipalités vont négocier pour qu'on mette ça à la baisse parce qu'eux, dans leur tête, ça n'a pas de valeur, puis ils ne veulent pas le prendre en compte. Et là, c'est important d'avoir des experts qui viennent nous dire non, ça a une valeur, puis il faut qu'on ait un gouvernement aussi qui, dans ses objectifs et ses grands principes, disent oui, nous, on embrasse cette valeur-là, puis on va la protéger.
Si on ne veut pas la protéger, c'est sûr qu'on ne met pas les bons outils en place. Donc, le débat il est vraiment sur plus j'ai de la rareté en termes de milieu humide, plus le milieu humide vaut cher. C'est un principe économique de base. Donc, c'est sûr que dans les milieux urbanisés, les milieux humides ont une valeur très élevée, alors que si je suis plutôt dans un milieu rural, il y a surabondance de milieux humides, quand même bien que j'en prendrais un petit morceau, je n'ai pas détruit grand-chose, puis le reste du milieu est capable d'absorber la perte que j'ai faite. Donc, c'est là que ça prend quand même un raffinement dans les outils pour dire, bien, à certains endroits, détruire un milieu humide, ça coûte très cher, les compensations sont très élevées. Et à d'autres endroits, on peut être plus laxiste parce qu'on se dit, bien, rendu là, le dommage n'est pas si grave que ça. Donc, il faut avoir les mesures objectives. Comme je dis, l'outil est là, mais si jamais on est dans des milieux où on dit non, ça, il ne faut vraiment pas développer, bien, laissez faire l'écofiscalité, ça ne sert à rien. L'écofiscalité, c'est par principe, on accepte qu'il y aura pollution, on accepte qu'il y aura destruction, mais on veut la modérer puis faire en sorte qu'on la fasse pour les bonnes raisons. C'est à ça qu'elle sert l'écofiscalité. Merci. Juste peut-être une petite parenthèse pour compléter. Tout ce qu'on parle ici des coûts, c'est vraiment des coûts de restauration, des coûts de protection. Là. On a une séance sur les services écologiques et leurs valeurs, mais ce n'est pas internalisé ici dans ces démarches-là. Donc, il y a peut-être un bout à faire sur ces éléments-là. Peut-être de ramener dans les formes de priorisation de milieux humides à préserver sous forme de production de services écosystémiques, qu'on les évalue économiquement ou non, parce qu'il y a des bons indicateurs biophysiques de services écosystémiques. Donc, on peut intégrer ça ici, mais actuellement, tout le débat, les questions qui se font dans la loi, dans l'écofiscalité, c'est vraiment sur des coûts d'acquisition, de restauration. Okay, merci. Donc, le temps avance. Si on se garde un peu de temps pour échanger prendre des questions de l'auditoire, c'est-à-dire, on pourrait peut-être échanger sur deux questions qui nous amènent vers des exemples et des moyens plus concrets. Dans un premier temps, y a-t-il des exemples justement d'applications concrètes ailleurs dans le monde de l'utilisation des valeurs des milieux naturels en gestion de l'eau ou en aménagement du territoire dont vous pourriez nous parler? Oui, mais le jargon du milieu, là, c'est des programmes de paiement pour services écosystémiques. Donc, c'est l'idée de créer une forme de marché avec un émetteur de services écosystémiques, donc quelqu'un qui a un peu l'intendance d'une terre ou d'un milieu, et de l'autre côté, quelqu'un qui a un intérêt à acheter ou à payer pour ces services-là. Des fois, c'est l'État, des fois, dans le terme de carbone, par exemple, ça peut être un bénéficiaire privé. Donc, ça, il y en a des milliers d'exemples. On est en train de faire une recension, là, une méta-analyse de ça à l'échelle internationale. Et seulement dans la littérature scientifique, il y a plus de 1500 articles qui recensent de telles pratiques. Mais peut-être juste pour donner deux exemples, il y a un exemple archi connu qui est celui de la ville de New York et de la protection du bassin versant des Catskills, où c'est une analyse coût-bénéfice assez standard. Là. Quel est le coût de construire une usine de traitement des eaux pour venir dépolluer l'eau qui arrivait du bassin versant dû aux phases intrants agricoles. Et de l'autre côté, de mettre en place un programme là, de rétribution d'incitatifs à la mise en place de pratiques agro-environnementales qui allaient aider à la qualité de l'eau. Donc ça, ça date d'il y a déjà plus de 25 ans et c'est un exemple je pense qu'il y a eu un fort impact là, dans la mise en œuvre de plusieurs de ces initiatives-là. Même au Québec, la protection du lac Boivin à Granby s'inspire un peu des Catskills. Donc, je pense que oui, c'est très faisable d'un point de vue d'organisation publique. D'autres exemples qu'on voit de plus en plus, c'est au niveau privé. Donc, par exemple, il y a la multinationale Danone qui a mis en place là, parce que l'embouteille des eaux là, de grande valeur, là, que ce soit Evian, Aqua, est-ce que c'est Vittel aussi, mais dans plusieurs pays, ils ont mis en place à la fin des années 2000 un principe de protection des aquifères et des bassins versants dans toutes les régions où ils embouteillent de l'eau. Donc, l'idée, c'est de protéger leurs ressources, de protéger
la matière première en allant travailler avec les intervenants du territoire. Et ça, c'est une porte qu'on n'a pas vraiment ouverte, je pense, au Québec, de travailler avec le milieu privé. Hein. Les milieux humides et hydriques sont importants, je pense, au centre du Québec avec les cannebergières ou l'industrie de la tourbe, le récréotourisme. Il y a beaucoup d'acteurs privés qui ont un gain, qui ont une dépendance envers cette ressource-là et qui auraient sûrement des gains au niveau de leur plan de durabilité, de plan de stratégie d'entreprise, à s'impliquer dans la protection des écosystèmes. Si. Je pourrais rajouter aussi dans les milieux urbains, on va parler aussi beaucoup, nous on ne le fait pas beaucoup au Québec, là, mais dans les principes de tarification de l'eau, il y a différentes choses qu'on peut tarifer dans l'eau. L'approvisionnement en eau potable, c'en est un. Le traitement des eaux usées, c'en est un autre. Et la gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales, par exemple, on peut aller avec des tarifications qui vont sur les espaces imperméables qui sont produits dans les villes. Donc, c'est vraiment un milieu urbain où on va surproduire certains espaces imperméables par la minification des espaces de stationnement ou l'absence de toit vert, par exemple. Et si on a une fiscalité qui s'adapte à ça, donc il y a certains endroits dans le monde qui vont avoir une fiscalité qui va renvoyer sur les terrains privés la quantité d'eau que ces terrains privés-là vont amener dans le réseau pluvial. Donc, d'inciter chaque citoyen, chaque propriétaire à garder le maximum d'eau sur son terrain en essayant de minimiser les espaces imperméables. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit apparaître dans les milieux urbains. Au Québec, à ma connaissance, on ne le fait pas ou on le fait très peu. Je n'ai pas d'exemple à vous donner parce que je ne les connais pas s'il y en a, mais c'est des choses qu'on pratique ailleurs puis qu'ici au Québec, on devrait commencer à s'inspirer. Super, merci. Alors, une dernière question avant d'ouvrir à l'auditoire. Les organismes de bassin versant du Québec élaborent des plans directeurs de l'eau. Y a-t-il des applications concrètes, selon vous, de l'approche que nous devrions envisager de mettre en application dans cet outil de planification pour l'eau? Ce qu'on a montré, nous, dans nos recherches, avec des études comparatives dans plusieurs autres régions du Canada et d'autres pays, ce sont la force du principe d'additionnalité. Donc, c'est sûr que lorsqu'on voit une approche descendante, hein, donc les MRC se voient donner l'obligation de faire des plans et de conserver, ensuite d'avoir la mécanique économique de le faire, mais il y a une certaine forme d'insécurité face à ça parce qu'on est dépendant, disons, d'un silo descendant. Lorsqu'on parle de la protection du territoire, l'idée de l'additionnalité, c'est de voir une géographie donnée. Donc, on pourrait penser à un bassin versant qui est sur quelques MRC et où on va essayer de mettre en place une approche plus transversale. Donc, pensons par exemple aux programmes gouvernementaux existants là, de primes verts ou de plans pour une agriculture durable qui sera lancé là, dans les prochains mois où certaines pratiques agro-environnementales permettent de supporter la conservation, la protection, la restauration de milieux humides et hydriques ou encore d'avoir des pratiques qui ont un impact direct sur la qualité de l'eau. Dans d'autres régions, il y a des programmes toujours en agriculture de type ALUS qui peuvent être mis sur pied pour, là encore, travailler au niveau de la conservation. Mais si on parle de protection de milieux forestiers ou humides, il y a aussi des initiatives régionales diverses de conservation qui découlent sur des programmes, des initiatives. Donc, je pense que si on veut avoir une pérennité dans ce plan-là, c'est de considérer justement cette additionnalité de programme où lorsqu'on va travailler avec des intervenants, on est capable lorsque le programme a une durée finie ou, par exemple, un incitatif limité en termes monétaires, lorsqu'on fait l'addition stratégique de ces différents leviers-là, on est capable d'avoir une vision dans le temps qui est beaucoup plus durable. Donc, c'est un petit peu un casse-tête à l'heure actuelle et ça demande, il y a une forme de coût de transaction à ça parce qu'on doit mettre en place des ressources, mais il y a certaines MRC, je pense à la MRC Nicolet-Yamaska qui a embauché là, dans les dernières années une ressource qui justement vise à faire l'intermédiaire sur ces différentes approches de programmes pour avoir une vision un peu plus unifiée du territoire. Donc, je dirais qu'une bonne piste peut-être pour les OBV, et je pense que la plupart le font déjà, c'est de s'ouvrir
à l'entièreté des programmes pouvant impacter le territoire et la qualité de l'eau. Merci. D'être, M. Meloche. Oui, moi, je ne suis pas très au courant des processus de planification des OBV, mais je sais que dans la planification du territoire, il y a un enjeu de gouvernance au Québec à l'heure actuelle. Dans la stratégie, en fait, dans la réflexion sur la stratégie nationale, ça a été soulevé. On a tendance à faire beaucoup confiance aux municipalités pour l'aménagement et le développement du territoire au Québec. Donc, c'est vraiment l'unité à laquelle on donne le plus de pouvoir en termes d'aménagement et développement des territoires. Habituellement, les municipalités sont supposées se conformer aux schémas d'aménagement qui sont adoptés par les MRC, puis eux sont supposés se conformer aux grands principes qui sont mis de l'avant par le gouvernement du Québec. Mais dans la pratique, on voit que la pyramide est généralement inversée, c'est-à-dire qu'on essaie de conformer les schémas d'aménagement à ce que les municipalités voudraient faire sur leur territoire, plutôt que l'inverse. Ça, c'est la pratique. Donc, quand on rajoute une couche avec les OBV, les OBV n'ont pas de pouvoir politique propre, c'est-à-dire qu'ils vont découler soit de l'implication municipale ou soit de directives du gouvernement du Québec. Donc, ils sont pris dans cette sandwich-là. Habituellement, on devrait dire aux municipalités de se conformer à la planification des OBV, mais mon petit doigt me dit que probablement que ça doit être très dur de demander à des municipalités de se conformer à un organisme qui, selon la toute légitimité politique, souffre d'une certaine faiblesse. Et je pense que dans la réflexion nationale, il faudra mettre les enjeux et les priorités de dire jusqu'où on veut donner la priorité à la gestion de nos bassins versants, puis jusqu'où on veut forcer les unités locales, donc les municipalités, à se conformer aux grands principes qu'on va mettre là-dessus. Moi, j'ai tendance à penser que jusqu'à maintenant, on n'a peut-être pas les bons mécanismes pour mettre en place des choses auxquelles les municipalités se conformeraient adéquatement. Donc, moi, j'aurais souhaité que le gouvernement du Québec s'implique davantage dans l'aménagement du territoire, qui fasse son propre plan, son propre schéma de développement du territoire, qui demande aux autorités locales de se conformer à ces grands principes. Pour l'instant, on n'a pas ça au Québec. Ce serait intéressant d'avoir quelque chose comme ça, disons une autorité qui viendrait donner beaucoup plus de valeur à la planification des OBV pour les rendre, disons, contraignantes, ou plus contraignantes pour les municipalités. Ouais, merci. Ça fait le tour des questions qu'on avait. En fait, je céderai maintenant la parole à Antoine Derville pour vous partager les questions de l'auditoire. Oui, merci, John. On a quelques questions du public, peut-être juste là, sur la toute dernière discussion. C'est intéressant ce que vous disiez. Puis il y a une orientation gouvernementale en aménagement du territoire qui portera sur la gestion intégrée des ressources en eau, qui se penchera là, spécifiquement sur comment les municipalités devront dans l'avenir prendre en compte les plans directeurs de l'eau. Donc, les questions qui sont soulevées sont excessivement pertinentes. Il va falloir, comme réseau, trouver des réponses ou des pistes de réponse à ça dans les prochains mois. Donc, on a beaucoup de questions. Là. On ne pourra pas toutes les prendre, mais je vais y aller vers certaines qui ont attiré mon attention. D'abord, il y a beaucoup de questions du Huguette Thibault. Je ne pourrai pas toutes les aborder, mais il y en a une qui retient particulièrement mon attention, où vous abordiez, là, surtout Jean-Philippe, mais Jérôme aussi, le fait que les municipalités peuvent difficilement aller vers l'éco-fiscalité sans un engagement plus clair du provincial. Donc, Huguette se demande si on devrait en faire un enjeu électorale, revoir les outils à disposition des municipalités, puis nous interroge aussi sur la cohérence des échelles, par exemple, entre les initiatives provinciales, fédérales, éventuellement régionales, locales. On pourrait même peut-être penser internationales, là, si on n'utilise pas de la même façon l'éco-fiscalité ici chez nos voisins. Donc, une question en plusieurs volets. Là. Donc, est-ce qu'on devrait en faire un enjeu électoral, puis la question d'échelle? Moi, j'aimerais ça qu'on en fasse un enjeu électoral, mais c'est difficile pour moi. Je n'ai pas d'expertise pour vous dire que c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est certain que le gouvernement qui est en place actuellement a très peu d'appétit pour toute forme de fiscalité nouvelle, quelle qu'elle soit. S'il n'y a pas de pression qui vient d'en bas pour leur dire, écoutez, on en veut. Puis le problème avec l'éco-fiscalité, c'est que les gens voient ça comme une nouvelle forme d'imposition qui va augmenter la charge fiscale des contribuables. Alors que l'éco-fiscalité, c'est juste une façon différente d'aller collecter le même argent.
On ne va pas demander aux gens de payer plus d'impôts, mais plutôt que de le prendre quand ils travaillent sur leurs revenus ou sur leur consommation quand ils consomment, on va le prendre quand ils détruisent un milieu humide ou quand ils prennent l'automobile trop souvent. C'est ça, l'écofiscalité, c'est juste d'avoir payé les impôts différemment. Le gouvernement du Québec, à l'heure actuelle, a encore l'impression, quand on dit le mot écofiscalité, ça veut dire augmentation de la charge fiscale. Puis lui, ben, sa marque de commerce, c'est que les impôts ne vont pas augmenter. Donc, il y a un discours de sourd là, présentement. Donc, s'il n'y a pas de pression, si les municipalités ne le demandent pas, si les OBV ne le demandent pas, si les experts ne le demandent pas, le gouvernement, c'est certain qu'il ne va jamais le faire. Donc, plus on prononce le mot, plus on dit qu'on veut que le gouvernement étudie ces questions-là, surtout dans le milieu des transports, il y a énormément de place pour faire mieux que ce qu'on fait. Si personne ne le demande, c'est sûr qu'il n'y en aura jamais. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut en faire un enjeu politique. Je veux dire, tout le monde s'implique comme il veut en politique, là, mais c'est certain que si on pense que c'est une bonne solution, il faut en parler, véhiculer le message, transmettre l'information pour qu'éventuellement le gouvernement se dise s'il est rendu le seul à ne pas en parler, il va finir par s'y intéresser. Merci. Un peu dans la même lignée, je dirais que ce qu'on a vu, par exemple, dans le plan pour une économie verte, ça a été plutôt du côté du bonus que du malus. Donc, on a peur un peu d'aller dans des mesures qui, d'apparence, sont plus contraignantes. Mais je pense que le fossé là, sur lequel construire un pont, c'est vraiment dans les engagements du gouvernement du Québec au niveau des changements climatiques qui semblent être de plus en plus sérieux. Même si le PEV ne nous amène pas à notre objectif de 2030, on a quand même laissé plusieurs portes ouvertes pour augmenter les capacités de l'État québécois à se rapprocher du 37,5 % et doubler à ça l'engagement de la protection du 30 % du territoire en 2030. Pour moi, le lien est tout naturel, mais peut-être que pour le politique ou les fonctionnaires, ce l'est moins. Mais on a ici vraiment de très, très belles solutions pour s'attaquer à la lutte au changement climatique et s'attaquer à la perte de biodiversité dans le sud du Québec, parce qu'évidemment, on a fait les choux gras des 17 % qui sont plutôt concentrés dans le nord du Québec, mais on a vraiment des leviers politiques à activer. Moi, c'est peut-être le bouton sur lequel j'appuierais dans le cadre des élections municipales, dans le cadre des élections provinciales l'an prochain, de dire, bien, les objectifs sont clairs. Il y a une très forte acceptabilité sociale. Hein. Il y a une grande majorité de la population qui souhaite qu'on s'attaque à ces chantiers-là. Et vraiment, les leviers économiques ne sont pas encore bien à côté sur ces objectifs-là, alors qu'il y a vraiment un grand potentiel. Donc, moi, je pense qu'à toute échelle, on peut faire cette relation entre économie et écologie. Et après ça, bien, on pourra avoir des discussions sur la façon de les déployer à toutes ces échelles-là, mais je pense que ça devient un thème très important dans la campagne électorale, les campagnes. Merci beaucoup à vous deux. Une question peut-être cette fois-ci un peu plus technique, peut-être davantage pour Jérôme, mais est-ce que vous connaissez des exemples de MRC qui utilisent la valeur économique d'un milieu humide dans leur choix de priorisation? Donc, on réfère ici notamment là, au processus de plans régionaux des milieux humides et hydriques. Oui, Nicolas Yamaska. Oui, c'est ça. Il y a quelques MRC qui vont dans cette direction-là. Après ça, c'est pas mis moi, je n'ai pas rien vu au niveau mécanistique, dans le sens est-ce qu'on a mis en place un marché du phosphore. C'est l'exemple que je voulais donner tout à l'heure et j'ai oublié de le mentionner, mais il y a des marchés du phosphore qui fonctionnent très bien juste chez nos voisins ontariens, le bassin versant South Nation, qui depuis plus de 20 ans gère ses efflorations d'algues bleues et la qualité de l'eau par un principe de crédit phosphore. Mais dans un premier temps, et je le disais, je pense que l'évaluation économique, elle a un fort pouvoir communicationnel. Donc, je pense que pour les acteurs qui travaillent à l'élaboration des plans, d'avoir des indicateurs qui sont sur l'importance de production de services écosystémiques, donc au niveau de services comme de capture sédimentaire, contrôle de l'érosion, prévention d'inondation, et ensuite de faire le pas d'une forme de valorisation économique. Il y a des MRC qui vont en ce sens-là et je pense que c'est dans un principe premier de faire une priorisation des milieux humides les plus importants et dans une vocation de communication aussi. Et je dirais peut-être le projet sur lequel j'ai travaillé qui m'a grandement satisfait, c'était celui avec la communauté métropolitaine de Québec où on a fait le travail de l'écosystème à la modélisation de services écosystémiques, aux indicateurs économiques.
Mais quand je dis satisfait, c'est que les institutions ont repris ces données-là et les ont incluses dans la géosuite, les répertoires de cartographie, de données statistiques qui sont disponibles à l'ensemble des parties prenantes, aux villes, au MRC, à la communauté métropolitaine pour mettre en place la révision du PMAD. Donc, je pense que l'acquisition de connaissances et le libre accès, ça devient très intéressant et c'est certain que si une MRC pouvait disposer de ces indicateurs-là de services écosystémiques, valeur économique, ça peut être repris par tout le monde et même des associations citoyennes qui veulent structurer des argumentaires de conservation. Merci beaucoup. Je vais passer à une autre question du public qui est peut-être davantage dirigée vers Jean-Philippe Meloche de Claude Sauvé, qui est à la Corporation de bassin de la Jacques-Cartier, qui est aussi économiste de l'environnement, qui nous demande si on devrait se préoccuper de la façon dont on évalue actuellement les bénéfices et les coûts économiques d'un développement résidentiel, par exemple. Donc, tout à l'heure, tu abordais déjà l'idée qu'un quartier sans espace vert n'a peut-être pas une grande valeur, là, donc peut-être aller un peu plus loin dans cette réflexion. Bien, c'est que des fois, on a tendance à le prendre au brut, c'est-à-dire qu'on prend un terrain et on dit si je mets un développement résidentiel dessus, voici combien il me rapporte en impôts, puis voici ce que j'aurais à faire en dépenses, puis si je ne mets rien dessus, c'est rien qu'une dépense. Faut faire attention parce que en gestion de l'espace, le gain collectif de construire un logement sur un site A est généralement à peu près le même que de construire un logement sur un site B. C'est-à-dire que collectivement, c'est l'offre globale de logement qui est importante à prendre en compte et non pas où sont construits les logements. D'où l'idée que moi, j'ai travaillé sur des territoires des municipalités où ils nous disaient, bien, écoutez, on a de la population qui augmente, puis on veut leur construire des logements, puis ils ont beaucoup de terrains à redévelopper, puis ils ont des espaces naturels. Puis je dis, dans un contexte comme celui-là, si vous construisez le logement sur un espace à redévelopper, votre coût d'opportunité de récupération de l'espace est nul. C'est-à-dire, vous prenez un espace qui est déjà urbanisé, le milieu naturel est déjà détruit, il n'y a pas de coût à ça, puis vous mettez un logement. Vous détruisez un milieu naturel, bien là, vous avez le coût de destruction du milieu naturel, puis vous rajoutez un logement dessus. Donc, allez-y un pour un. C'est sûr qu'il y a un gain collectif à faire le logement sur le terrain à redévelopper par rapport sur le terrain naturel. Donc, si on calcule le bénéfice pour la collectivité de faire du développement immobilier de type résidentiel, ce n'est pas juste de savoir est-ce que je fais une maison ou je ne la fais pas. C'est est-ce que j'ai fait sur le terrain A ou le terrain B. Puis ça se peut qu'il n'y ait pas de disponibilité sur le terrain B puis qu'éventuellement, la seule possibilité de construire une maison, ce serait sur un milieu naturel. C'est possible. Puis peut-être que le bénéfice que ça a en termes d'offrir du logement aux gens, c'est le bénéfice de pouvoir se loger adéquatement. On s'entend, on dit qu'on est dans une crise du logement, donc il faut comprendre que si on restreint trop le développement du territoire, on exacerbe cette crise-là. Donc, c'est un peu cette compensation-là. Comment je peux diminuer ma crise de logement sans empiéter sur mes espaces naturels? Si j'ai beaucoup de milieux à redévelopper ou à redensifier, j'ai vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Et quand on parle de densification, c'est là un des principaux bénéfices de densification. C'est qu'en termes de bénéfices sur le logement, c'est que j'amène le logement sans rien détruire au milieu naturel. Donc, à ce moment-là, j'ai le bénéfice du logement sans prendre le coût de la destruction de l'espace naturel. Donc, si je fais des analyses comme il faut, je devrais arriver à la conclusion que je devrais favoriser mon développement dans mes espaces à redévelopper. Merci. Je vais prendre une dernière question du public. Il y en aurait plusieurs autres. Je vous inviterai peut-être à rester quelques minutes là, par la suite si vous allez y répondre par écrit à quelques-unes d'entre elles. Mais j'en prends une dernière qui est intéressante, qui vient d'Yves. Bien, elles sont toutes intéressantes, mais qui est particulièrement intéressante, qui vient d'Yves Graffeto, qui est au Témiscamingue, justement parce que la situation est un peu différente. Là, dans ce qu'on discute aujourd'hui, on peut facilement voir les cas du sud du Québec où il y a une rareté de certains types de milieux. Donc, il mentionne le principe fondamental de rareté là, que vous avez énoncé, qui crée de la valeur, mais en Abitibi-Témiscamingue, il y a jusqu'à 45 % de milieux humides dans certaines municipalités. Donc, l'OBV ou d'autres intervenants peinent à justifier parfois la protection, étant donné qu'il y a une grande abondance. Donc là, il plaide davantage le développement durable que la conservation absolue du territoire. Il y a toute une mentalité, une historique là, autour de la profusion des milieux humides. Et là, on entend ici que le principe économique irait dans le même sens. Pas de rareté, pas de valeur. Donc, comment est-ce qu'on peut en arriver à protéger une richesse locale dans un contexte comme celui-ci? C'est certain que plus on va vers des milieux habités, plus la liste des services écosystémiques s'allonge. Tu sais, là, on est dans des milieux
urbanisés, on peut voir leur rôle sur le récréotourisme, sur la prévention d'inondations, etc. Donc, si on s'en va dans des milieux moins habités, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de services écosystémiques. Donc, des habitats pour la biodiversité, des puits de carbone, le tourisme, les pourvoiries, ce sont aussi des services très, très importants. Et pour moi, c'est un peu le parent pauvre de notre planification nationale, c'est-à-dire qu'on a réfléchi dans les années 2010 au plan Nord, comment développer le Nord. Là, on demande à ramener ça dans le sud du Québec, mais le Québec méridional, le Québec des terres partagées, la foresterie, c'est encore, je crois, mal défini. Donc, je pense qu'on a besoin de penser à la façon de structurer un petit peu l'argumentaire sur l'importance de ces milieux-là. Je pense notamment à un enjeu qui a fait beaucoup les manchettes sur le caribou forestier, mais c'est lié à l'aménagement du territoire. On n'est pas dans le processus de la loi de conservation de milieux humides et hydriques qui va s'appliquer davantage dans le sud du Québec, d'où d'ailleurs les dégagements qui ont été donnés par le ministère de l'Environnement sur l'application de la loi au Témiscamingue. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres leviers activés, d'autres réflexions à faire sur la protection et l'aménagement du territoire. Et là, je parle vraiment de cette ceinture-là qui a été un petit peu oubliée, je pense, dans le débat national. Merci, Jean-Philippe. Souhaitais-tu ajouter quelque chose sur ce sujet? Bien, juste pour faire, moi, on m'avait déjà soulevé la question là, de l'Abitibi où les municipalités en Abitibi, en tout cas les principales villes, ont déjà un caractère de densité quand même assez développé. Là, pour des villes de région, c'est des villes qui sont somme toute quand même denses. Puis oui, il y a beaucoup de milieux humides. C'est pas faux de dire que si vous détruisez une petite portion d'un milieu humide dans un grand espace de milieu humide, la valeur de destruction elle est plus faible que si vous détruisez 50% de tout le potentiel de milieu humide d'une municipalité qui en a très peu. C'est pas la même valeur. Donc, mais je reviendrai au même argument que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment besoin de le détruire, ce bout-là, même si ça ne coûte pas cher à détruire? En avez-vous vraiment besoin ou vous avez d'autres terrains potentiellement à redévelopper? Si vous n'en avez pas, comme je dis, on ne protégera pas tout, mais l'idée, c'est d'être capable de restreindre les dommages en ayant la bonne valeur. Mais ce n'est pas faux de dire qu'à certains endroits, les milieux humides ont moins d'importance en termes de... Du moins, on devrait moins consacrer de ressources à les protéger à certains endroits qu'à d'autres. Quand Jérôme parle du sud, là, du Québec, c'est là que la pression est la plus forte. Mais ça veut juste dire qu'éventuellement, on peut accepter qu'il y ait des destructions, mais il faut être certain que quand on accepte de détruire un milieu humide, même en Abitibi, là où il y a beaucoup d'abondance, qu'on le fait parce qu'on n'avait aucune autre option moins chère à utiliser. Si on avait d'autres options moins chères à utiliser, collectivement, on ne devrait pas le faire. Après, c'est sûr que le propriétaire qui, lui, n'a que des milieux humides dans son portefeuille de terrain, il va nous dire que c'est absolument là qu'il faut développer. Puis c'est là qu'il faut faire la part des choses entre un promoteur immobilier qui dit « Moi, mon projet ne peut pas être ailleurs que là parce que c'est ça le terrain dont je suis le propriétaire. » Puis, collectivement, où est-ce qu'on veut construire nos maisons puis où est-ce qu'on veut développer nos villes. Donc, ça, il y a la part des choses à faire là-dedans aussi. Merci beaucoup, messieurs. Il reste quelques questions et commentaires dans le module questions et réponses. Je vais vous inviter là, à peut-être prendre quelques minutes pour aller les voir parce que c'est tout le temps qu'on avait verbalement. Je vais donc laisser la parole à John pour la conclusion. Oui, effectivement. Merci Antoine. Donc, en fait, merci beaucoup, messieurs, M. Duprat, M. Meloche, de votre présence avec nous ce matin. Vous nous avez consacré de votre temps qui est assurément très précieux. Donc, un grand merci au nom du ROBVQ et de nos membres et de notre auditoire qui est présent ce matin. Donc, effectivement, si jamais vous pouvez peut-être échanger dans le module questions et réponses. Sinon, ben, il me reste à vous remercier à nouveau et vous souhaiter une très bonne continuité. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les participants. On se retrouve dans une dizaine de minutes là, dans un ou l'autre des deux liens pour les ateliers.